Bien en ce jeudi soir. Je me présente, Charles, directeur adjoint chez Avalanche Québec. Ça nous fait plaisir de vous offrir ce webinaire-là ce soir. Le temps, on attendait un petit peu plus de participants. Donc, avant de commencer, peut-être un petit mot au niveau du déroulement de la soirée. Donc, on a 3 panélistes, Julie Leblanc, Phil Gauthier et Matt McDonald, qui ont chacun un 20 minutes de présentation suivi d'une dizaine de minutes de questions. Pour les questions, vous pouvez bien évidemment poser des questions au fur et à mesure et je vais vous inviter à utiliser la boîte en bas Q&A pour poser vos questions et puis ça va rentrer de mon côté après et je pourrai transférer la question au panéliste qui est en train de présenter. Pour, si vous avez des liens, des choses comme ça, des commentaires, je vous invite à utiliser la section chat. Et puis, par défaut, tout le monde est sur le mode muet. Donc, ça va être nos façons de communiquer, là, la section questions-réponses et puis la section chat. Je peux vous suggérer aussi, étant donné qu'il va y avoir des présentations, de vous mettre peut-être en mode speaker view, donc où vous voyez seulement la personne qui est en train de parler, ce qui va minimiser les autres écrans là, sur votre écran et puis vous allez avoir une meilleure visibilité. Donc, on va commencer tout de suite avec un petit sondage avant tout. On aimerait ça savoir un peu de où vous venez, c'est quoi votre expérience. Donc, je vous envoie ça. Ce ne sera pas bien long. Et voilà. Je vous laisse une petite minute pour répondre à ça. Super. Génial. Donc, je vois qu'on a pratiquement 50-50. Donc, la moitié des participants ce soir sont des pratiquants et l'autre moitié travaillent dans l'industrie de la neige et des avalanches. Génial. Super. Donc, on ferme ça. Et puis, commençons officiellement. Donc, ce soir, l'objectif de la soirée, c'est de vous présenter des outils et des produits pour les adeptes du ski de montagne qui pratiquent en dehors des sites couverts par le bulletin d'Avalanche Québec, ou du moins les services d'Avalanche Québec. C'est un séminaire qui, en temps normal, s'adresse seulement aux professionnels de l'industrie, mais étant donné le caractère, étant donné le sujet de la soirée, on trouvait ça intéressant de l'ouvrir là, à tous les adeptes du ski de montagne au Québec. C'est un événement qui s'inscrit dans les aspects d'éducation et puis d'information de la mission d'Avalanche Québec. Donc, cette mission qui est s'éduquer, s'équiper et s'informer. Mission qu'on accomplit par le biais d'événements publics, de cours professionnels et évidemment de prévision dans l'échec-choc, donc de prévision d'avalanche. Je vais vous partager mon écran pour qu'on puisse aller voir un peu ce qu'on offre chez Avalanche Québec. Donc, vous nous voici en fait.
sur le site d'Avalanche Québec. Alors, nos services, bien évidemment, vous avez le bulletin d'Avalanche que vous avez sur la page principale ici. Et si vous allez aussi dans la section prévision, vous pouvez visualiser le bulletin d'Avalanche, qui est probablement notre service qui est le plus connu. Mais je vais prendre un petit instant pour vous montrer justement les autres services aussi qui s'offrent à vous. Par exemple, la météo alpine qui est fait par un forecaster très solide qui forecast pour l'échec choc depuis plusieurs années maintenant, qui d'ailleurs va vous faire une présentation ce soir. Donc, la prévision alpine qui va vous donner un aperçu, là, en ce moment, on est à une fois par semaine, la prévision, et puis en haute saison, on va passer à 2 fois par semaine. Donc, une prévision qui est un petit peu plus précise. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Si vous pouviez passer par la section questions-réponses, s'il vous plaît, ça va être plus facile pour moi de voir votre question. Et puis sinon, si je n'ai pas de questions qui rentrent, je vais poursuivre avec la présentation de nos services. Super. Donc, pas de questions. Je vois des gens qui lèvent la main. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas accès à la section questions et réponses? Pas de réponse. Super. Continuons à ce moment-là. Donc, la météo alpine, exactement, qui sort 2 fois par semaine là, en haute saison, qui va vous donner une idée un petit peu de la météo en général, du synopsis de ce qui se passe au-dessus des chic-chocs. Vous avez aussi, bien évidemment, une section webcam qui va vous donner une vue sur la neige de tempête et différents endroits dans les chic-chocs. Et une section qui est super intéressante aussi, la section des stations météo, qui vous permet de voir les températures et les précipitations qui sont tombées sur les chic-chocs. Donc, on a 3 stations principales. Si vous cliquez sur une, ça vous permet d'aller voir en détail ce qui s'est passé heure par heure dans les chic-chocs. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter en fait là, nos 3 panélistes. Donc, on va avoir, comme je disais, Phil Gauthier, on va avoir Matt McDonald et ma collègue Julie Leblanc qui va vous faire une présentation ce soir. Commençons avec Phil Gauthier. Donc, Phil qui est chargé de projet pour la FQME, guide de ski ACMG et prévisionniste en avalanche. Il est ici ce soir pour vous parler du programme québécois de formation en ski de montagne de la FQME. Phil, je te laisse le micro. Merci Charles pour la présentation. Charles, tu m'entends? J'assume que oui. Numéro 1, Phil. Super, merci et bonsoir à tout le monde. On va faire de mon mieux pour rester engageant et convivial. Je n'ai aucune interaction, je ne vous vois même pas la face. Donc, j'ai l'impression de parler à un écran d'ordinateur. C'est un peu surréel, mais on s'y habitue. Donc, comme Charles a dit, je suis chargé de projet depuis maintenant 2 ans sur le programme québécois de formation en ski de montagne. Et je vois que 50% d'entre vous qui écoutent ce soir sont des gens qui s'intéressent à la pratique du ski de montagne comme pratiquants et l'autre 50% sont des professionnels de l'industrie du ski de montagne. Très intéressant comme panel et j'espère que je vais pouvoir stimuler des questions. Et gênez-vous pas, hein, comme Charles a dit, c'est dans la section Q&A en bas de votre écran. Vous pouvez poser une question et Charles va me la communiquer. Donc, avant de
commencer sur le programme de formation de ski de montagne, on m'a demandé un peu de présenter la FQME. Donc, j'ai dû faire un appel pour m'éduquer un peu sur qu'est-ce que c'est la FQME. Donc, la FQME, c'est une fédération sportive dont le mandat est de faire la promotion, le développement et l'encadrement de la pratique du sport du ski de montagne. Son mandat vient du ministère de l'Éducation du Québec et il y a plusieurs services. Donc, la FQME a développé 16 sites de ski de montagne et a 6 sites qui sont sanctionnés. Donc, 16 sites qui sont développés par la FQME et 6 sites qui sont sanctionnés. Les 6 sites sanctionnés sont un projet pilote et on espère que ça va bien pour qu'il y ait plus de sites sanctionnés dans le futur. Et ce sont 6 stations de ski en Gaspésie qui permettent l'activité de ski de montagne à l'extérieur de leurs heures d'ouverture. Donc, les sites sanctionnés font partie d'un programme d'assurance. Donc, en devenant membre de la FQME, on partage une assurance responsabilité civile et une assurance accident et invalidité. Et cette assurance, qui est important de savoir, elle s'applique juste sur les sites de la FQME ou les sites sanctionnés de la FQME. La FQME a maintenant plus que 10 000 membres, et ça, c'est incluant le côté escalade de la FQME. Il y a aussi des organismes membres de la FQME. Ça, c'est des entreprises qui veulent avoir une activité commerciale sur les sites sanctionnés de la FQME. Et depuis maintenant 2 ans, la volonté de la FQME est d'augmenter l'encadrement de l'activité de ski de montagne et par ce fait, développer un programme de formation en ski de montagne. Le programme de formation, il vise à... en le présentant l'année passée, on essaye de trouver la bonne façon de le communiquer, mais le programme, il se veut basé sur un cadre. Donc, il donne certains niveaux de formation pour certains types de terrains, comme par exemple un CSA serait un prélude à un CSA 2 et dans le fond, un programme en ski de montagne 1, ce serait un prélude pour un programme ski de montagne 2. Donc, il y a une progression. Et du côté pratiquant, il y a plusieurs cours qui sont développés et on développe à l'intérieur de ces cours-là les compétences techniques. Donc, tout ce qui est comment se déplacer en ski de montagne. Donc, la physiologie du déplacement, optimiser sa montée et comment choisir son itinéraire de façon plus fine sur les pentes. Ensuite, on va regarder la glisse. Et un des concepts qu'on veut explorer à la FQME, c'est amener le participant ou le glisseur à trouver l'euphorie dans le virage. Donc, comment amener la personne à trouver cette légèreté de glisse. Et ça, c'est une des composantes du programme, c'est de vraiment travailler tout ce qui est la physiologie du déplacement. Donc, ceux qui veulent plus de formation en ski de montagne, mais le programme de ski de montagne de la FQME va s'adresser à tous ces points qui n'avaient pas encore de maison structurée au Québec. Donc, je vais vous présenter un graphique dans un petit peu après que j'ai fini de parler un peu plus en long et en large de ce programme et vous donner une vision un peu de la progression. Donc, du côté pratiquant, on développe les techniques. Et c'est aussi une préparation pour les examens d'encadrant. Donc, les cours pratiquants, on développe la technique. Dans les cours encadrants, on va évaluer et certifier les compétences. Donc, les encadrants, c'est un terme large pour dire c'est un terme large pour dire les gens qui travaillent en ski de montagne, donc qui prennent des décisions pour autres. Donc, ça peut être quelqu'un qui donne un cours d'avalanche. Ça peut être un prof de tourisme d'aventure qui amène un groupe d'étudiants en montagne. Ça peut être un prof d'éducation physique. Ça peut être un guide de ski de montagne. N'importe qui s'en va prendre des décisions pour d'autres et encadrer un groupe de déplacement en ski de montagne. Et donc, la FQME a développé un curriculum et on est en phase de travailler ces cours. Donc, on est en phase bêta. On vient de compléter à l'interne
un premier cours théorique bêta et on s'en va la semaine prochaine, un premier cours pratique bêta du niveau 1, donc ce qui est pratiquant et encadrant 1. Donc, je vais vous montrer un peu un graphique qui expliquerait un petit peu mieux le programme pour ceux qui sont plus visuels. Et pendant que je me prépare, Charles, tu pourrais mettre comment on dit, le poll pour essayer d'être le plus français possible. Oui, super, Phil. Et puis, j'ai reçu une question aussi pendant que tu te prépares qui va comme suit. Est-ce que les assurances de la FQME sont seulement applicables sur les sites FQME ou bien elle inclut la pratique du ski hors-piste, peu importe l'endroit? C'est une très bonne question. Et la réponse est l'assurance de la FQME pour l'accident et invalidité couvre le pratiquant en ski de montagne seulement sur les sites sanctionnés par la FQME, que ce soit les sites de la FQME ou les sites qui sont sanctionnés par la FQME. La FQME peut sanctionner une activité à l'extérieur de ces sites-là, mais c'est sur un cas 1 par 1. Donc, Charles, je vois que tu as mis le poll Oui. et tu Super, me merci diras. pour la réponse, Phil. Les gens sont encore en train de répondre. Je te communique les résultats. Et c'est une très bonne question parce que ce n'était pas toujours le cas. Et comme tout le monde le sait, il y a eu une refonte des structures d'assurance dernièrement. Et ce l'était avant étendu à la pratique du ski de montagne, mais c'est maintenant restreint aux sites sanctionnés par la FQA. Donc, on a 36 participants qui ont répondu au sondage. Ah, ça continue de rentrer, Phil. On va se donner un petit 15 secondes. Ah oui, ça donne aux gens le temps de regarder le programme de formation. Et ceci encore à tout le monde de savoir, c'est qu'on est en phase bêta. Donc, la FQME prend le plus de commentaires possible, essaie d'être le plus inclusif et ouvert à écouter les besoins des pratiquants et les besoins des encadrants à définir ces standards. Donc, c'est un point de référence pour la conversation. Et le but, c'est d'avoir une ouverture des programmes at large dans un futur proche après que les concertations soient terminées. Et on espère avoir eu des cours bêta du niveau 1 et des niveaux 2 cette année. Donc, Phil, si je peux t'interrompre, il y a 60 des participants ce soir qui sont membres de la FQME. Et puis, 60 aussi seraient intéressés à suivre des formations de ski en montagne. 36 peut-être. Et puis, 42 désirent devenir un professionnel de l'industrie. 40 veulent rester pratiquants. Et puis, 18 songeraient peut-être à devenir éventuellement un professionnel de l'industrie. Merci, Charles. Écoute, je me permets d'un peu d'approfondir le programme de formation. Donc, le programme de formation, il est basé sur un cadre. Et donc, on a créé ces niveaux à travers un cadre, comme j'expliquais au début, et ce qui nous amène à avoir des formations qui sont spécifiques. Donc, un encadrant en ski de montagne, par exemple, pour le moment, le point de conversation sur la table et le point de référence qu'on s'est donné pour nos cours pour bêta cette année, c'est qu'un encadrant 1 serait certifié pour travailler en terrain simple où le danger d'avalanche est considérable ou moindre. Donc, Julie va parler de l'échelle d'exposition en terrain avalancheux et ceci s'applique comme un pilier fondamental du programme de formation de ski de montagne de la FQME. Et il y a aussi d'autres cours professionnels qui sont reconnus dans le système et dont les cours par exemple, d'Avalanche Canada ou de l'Association canadienne des avalanches, que Matt, par exemple, va vous parler de météo et Matt offre des prévisions, des cours de prévision météorologique et ceux-ci aussi sont inclus dans la progression ou reconnus comme des
compétences dans le programme de formation de la FQME. Donc, tout ça pour dire que c'est basé sur un cadre. Donc, un niveau 1, tu as accès à un certain type de terrain ou tu es certifié pour travailler un certain type de terrain avec une limite sur le danger d'avalanche et une limite sur l'exposition. Donc, l'éloignement d'un site, la difficulté de faire le sauvetage. Et encadrant 2, pour l'instant, on explore la possibilité que l'encadrant 2 soit certifié pour travailler sur tout terrain au Québec, à l'exclusion du terrain qui impliquerait des jeux de cordes. Et ensuite, pour l'instant, le programme de formation reconnaîtrait la compétence de l'ACMG pour certifier les guides sur du terrain glacier, du terrain où est-ce qu'il y aurait des jeux de cordes ou où est-ce qu'il y aurait des rappels, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu le topo du programme de formation en ski de montagne. Et peut-être je peux laisser la place à des questions si vous voulez, si vous voulez plus d'informations. Oui, Phil, en fait, on a des questions au niveau de l'inscription. Donc, est-ce que c'est possible de s'inscrire à ces formations-là en ce moment? Oui, c'est possible de s'inscrire. On est comme on finit une série de cours bêta en ce moment, les cours pratiquants devraient être ouverts en mois de février cette année. Donc, s'ils veulent pouvoir s'inscrire ou se mettre sur une liste d'attente pour un cours, et oui, on est en phase de Big Bang du programme. Donc, il n'y avait rien, puis là, on met quelque chose en place. Donc, on développe le curriculum en même temps qu'on développe notre processus de réservation et notre mise en place du système. Donc, notre avion est en train de voler, mais on est en train de le construire en même temps. Donc, c'est très dynamique à l'intérieur de la FQME en ce moment sur le programme de formation. On s'adapte à plusieurs forces de tous les sens. Fait que pour répondre à la question spécifiquement, oui, vous pouvez vous écrire à formation à commercial FQME et vous allez pouvoir parler à Evelyne qui mentionner votre intérêt, la zone dans laquelle vous êtes et s'il y a des cours dans votre zone, elle va vous garder informé. Super. Peut-être, Phil, si tu peux m'envoyer en chat l'adresse pour que je puisse la transférer à tout le monde, Bien sûr. l'adresse exacte. Et puis, Bien sûr. donc c'est ça, les premiers cours vont être au printemps, tu nous disais, c'est bien ça? Non, il y a des premiers cours bêta, des cours bêta qui se passent en ce moment et la semaine prochaine. Il devrait y avoir des cours pratiquants prêts à être ouverts au public cet hiver. Donc en février, mars, avril. Et on espère avoir d'autres cours bêta vers mars, avril pour les niveaux 2 du point de vue pratiquant et encadrant. Super. Et puis, on a une question aussi de Hans ici qui nous demande est-ce que c'est encore possible de s'inscrire à la formation bêta? La formation bêta est à l'interne de la FQME. Celle qui a lieu la semaine prochaine, c'est pour les gens qui vont travailler avec la caravane de la FQME. C'est la caravane qui donne des cours d'introduction sur les sites de la FQME. Donc, c'est vraiment pour les employés et ça nous permet d'avoir des cours. Mais les cours bêta, c'est des cours où on ouvre le rideau. Donc, il y a une conversation bilatérale entre les formateurs et les participants. Et oui, Hans, en montrant ton intérêt, s'il y a d'autres cours bêta dans la zone, absolument, la FQME va rentrer en contact avec toi. Donc, on a une autre question ici qui va comme suit. Comment faire en sorte que les guides qui guident déjà en terrain exigeant et complexe puissent continuer à guider même s'ils n'ont pas leur Pro 1? Aussi, comment faire pour former plus de monde en Pro 1, sachant qu'il y a une cohorte d'une 12aine de personnes par année au Québec? Je crois que cette question, elle est difficile à répondre. Elle est chargée et complexe. Et j'entrevois plusieurs sources pour la conversation. Je serais sûr que ça serait plus le fun d'avoir cette conversation en direct. Par contre, pour répondre à la question, le programme de formation de la FQME vraiment vise à développer un standard un standard et ensuite, le standard est défini par l'industrie. Donc, ça va se développer à l'interne.
j'ai vraiment pas la réponse directe à cette question-là. Et pour ce qui est de former plus de niveau 1, je crois, je ne sais pas, Charles, vous êtes rendu à combien de personnes cette année dans les cours niveau 1? Ouais, en fait, on a 2 cohortes cette année même, pour un total. Peut-être Julie pourra me donner une réponse un peu plus claire. Oui, voilà, 30 personnes cette année qu'on va pouvoir former en niveau 1. Fait que, si la personne qui a posé la question, je ne sais pas c'est qui, mais s'il voulait entrer en contact avec moi, ça me ferait plaisir d'ouvrir et de la conversation plus large et vraiment comprendre l'enjeu à cerner. Là. Et je peux vous donner mon courriel pour ceux qui veulent m'écrire ou rentrer en communication directe avec moi. On est vraiment en phase de ramasser de l'information et d'apprendre du besoin des participants et des encadrants. Prochaine question. Si nous avons déjà un CSA 1 et un CSA 2, ainsi que notre formation secourisme 40 heures, est-il nécessaire de faire intro au ski de montagne ou peut-on avoir une reconnaissance des compétences sur une base d'expérience? Ah, vous avez une très, très bonne question. Fait que le cours Intro ski de montagne, il est destiné, là, et un des mandats de la FQME, c'est de développer la demande pour le ski de montagne. Donc, c'est acté à la première utilisation de l'équipement de ski de montagne. La FQME va former des instructeurs de ski ou de snowboard qui vont travailler sur un centre de ski. Donc, ça serait le premier contact d'un pratiquant en ski de montagne. Tu viens faire ton cours d'introduction. Donc, il n'est pas nécessaire de faire ton cours d'introduction avant de prendre ton cours ski de montagne 1. Le prérequis pour ski de montagne 1, c'est le cours le CSR, qui donne les bases de sécurité en avalanche. Et le cours de ski de montagne va bâtir sur ces acquis-là. Et ensuite, le cours ski de montagne 1, il va démontrer les techniques et en même temps, il va établir le standard de la FQME en ce qui concerne les compétences qui vont être certifiées dans les cours encadrants. La vision, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de travail pour harmoniser le programme avec les réalités au Québec et aussi les autres fédérations sportives. Donc, il y a un certain cadre qui est donné par les fédérations sportives de comment diviser un programme de formation. Donc, les cours pratiquants développent les techniques et donnent le standard. Les examens d'encadrant viennent certifier les compétences. Et donc, il y a un moment entre les deux où est-ce que l'individu doit développer ses compétences de son côté. Les examens d'encadrant vont pas passer beaucoup de temps sur l'enseignement. Ils vont venir évaluer et apporter certaines précisions et un petit peu de coaching, mais ceux qui se présentent à ces cours-là, c'est attendu qu'ils soient prêts et connaissent le standard avant. Donc, là, la pertinence du programme de suivre les cours dans son processus. Donc, quelqu'un qui voudrait faire le cours encadrant ski de montagne doit prendre son cours ski de montagne 1. Et les cours, à expliquer aussi, c'est que le programme de formation de la FQME, il se veut décentraliser. Donc, les cours pratiquants vont être donnés par des entreprises accréditées par la FQME, comme les cours CSA de Avalanche Canada sont donnés par des entreprises qui ont des formateurs accrédités. Ça va être le même système pour le programme de formation de la FQME. Ça va être des instructeurs certifiés qui sont externes à la FQME qui vont donner les cours pratiquants. Donc là, l'intérêt d'un encadrant de faire son cours pratiquant, c'est qu'ils voient comment le cours est enseigné pour éventuellement l'enseigner eux autres si c'est quelque chose qu'ils veulent faire. Et la FQME va se garder la responsabilité de certifier les encadrants par les formateurs de la FQME. Merci pour toutes les questions. Là, ça permet de clarifier.
Et quand on s'entend parler et il y a du monde à l'interne de la FQME qui écoute cette conversation, quand on trébuche et on n'a pas la réponse, ça veut dire qu'il faut qu'on aille un peu plus loin pour trouver nos réponses. Là. C'est pas simple du tout, là, créer un programme de formation. Là. Et on apprécie tous vos inputs. Parfait. Est-ce qu'on a une idée approximativement des coûts associés à ce cursus-là? Très bonne question. Faites exercice. Fait que un cours CSA1, a priori, c'est à peu près 250 et le cours ski de montagne 1, pour l'instant, le prix là, qu'on travaille à la FQME, c'est un cours de deux jours et demi. Donc, 2 soirées Zoom et de 2 heures et 2 jours sur le terrain, avec un ratio de 1 personne, de 1 instructeur pour 6 participants. Et lui, ce serait 380 Un cours secourisme de 20 heures, c'est à peu près 300 Et le cours encadrant ski de montagne 1, c'est un cours de 3 jours et demi, donc 2 soirées de 3 heures de Zoom ou 3 soirées de 2 heures et 3 jours terrain encore avec un ratio de 1 pour 6. Et ça serait une formation à 600 Donc, c'est juste de façon pécuniaire, si on regarde le programme encadrant ski de montagne en terrain simple ou ESM1, ça prendrait un total de 10 jours et à peu près 1 500 pour se former à ce standard, à ce niveau-là. Plus l'expérience professionnelle, les repas, le temps et ainsi de suite. Là. Mais ça serait juste le nombre de jours en cours et le nombre et les frais associés à ces cours-là. Et pour se rendre à encadrant ski de montagne 2, tu ajouterais 28 jours au 10 jours initial. Et si éventuellement un 80 heures est là, ou ça pourrait changer dépendamment de l'évaluation des compétences nécessaires et aussi le niveau 1 professionnel, tout est à avoir une conversation. Donc si on gardait la structure comme elle est, c'est 28 jours de plus et un autre 5 000 de plus. Et ça fait un peu une différence avec, par exemple, une formation de guide de ski de l'ACMG. Et ça serait c'est 28 jours, c'est 38 jours, plus 7 000 à peu près, plus un autre 50 jours et un total de déboursé de 25 000 de plus pour le encadrant ski de montagne 3 ou guide de ski de la CMG. L'idée, c'est de créer une plateforme où est-ce que la personne peut être employable ou travailler comme encadrant en terrain simple et avec un coût associé à ça. Et ensuite, d'autres types de terrains, plus de compétences, plus de temps, plus de certification. Parfait. Good. J'ai une question que je vais essayer de comprendre le sens. Est-ce que tu serais capable, Phil, de nous expliquer, bon, tu as touché un peu, mais on a des gens là, des participants qui semblent avoir une idée de la FQME qui était seulement de créer des secteurs de ski hors piste. Est-ce que tu es capable de nous faire un autre petit résumé là, de la mission de la FQME ou de où le mandat vient? Mais le mandat vient de. Écoute, je suis chargé de projet. Hein, fait que j'ai dû apprendre tout cela et je pose ces questions au directeur ski qui répond d'un CA et de la FQME. Mais le mandat, là, c'est la promotion et le développement et l'encadrement de la pratique du sport de ski de montagne, comme la Fédération Cadeau-Kayak va le faire, comme la Fédération Vélo et comme d'autres fédérations sportives, comme la natation, par exemple. Donc, le mandat, c'est d'encadrer le sport at large. Et donc, le programme de formation, le mandat vient du ministère de l'Éducation du Québec, qui finance toujours le projet de créer un programme de formation pour le ski de montagne. Et ce qui inclut ceux qui prennent la responsabilité pour d'autres ou qui encadrent et qui sont des formateurs ou des instructeurs. Merci. Et ceux qui veulent plus d'informations sur ça, le plan stratégique de la FQME là, est disponible sur son site web.
Parfait. Prochaine question, on a encore un petit peu de temps. ESM3, donc je pense encadrant ski de montagne 3. Est-ce que c'est l'équivalent du cours de l'ACMG, du ski guide ou du assistant? Peux-tu nous détailler un petit peu ça, ou bien si dès qu'on a le ski guide ou assistant, on a le ESM3? Pour l'instant, le ESM3, c'est le cours. J'utilise un anglicisme, excusez-moi, là, c'est un placeholder c'est une reconnaissance des compétences certifiantes et du programme de formation de l'ACMG ou du CSGA, et pour l'instant, il n'y a rien de développé à l'interne, à la FQME. Ça se peut que la volonté soit de développer un curriculum pour bonifier les champs de pratique d'un encadrant en ski de montagne pour aller chercher ses compétences en jeu de corde. Fait que ça, c'est très possible. Fait que pour l'instant, c'est juste un placeholder. Parfait. Donc, pour guider en Gaspésie, en excluant les terrains qui pourraient nécessiter des jeux de cordes, ESM1 serait suffisant si... La proposition sur la table pour le champ de pratique d'un encadrant en ski de montagne 1 serait le terrain simple, donc de l'échelle d'exposition en terrain avalancheux, que Julie va expliquer plus tard, et que le danger d'avalanche soit considérable ou moindre, et que le terrain soit, et là, c'est des termes à définir, mais c'est défini sur une échelle d'exposition en ski de montagne, donc la distance des secours, la facilité de communication et la possibilité d'aggraver des blessures est contenue dans une échelle d'exposition en ski de montagne. Donc, il faut que ça soit sous un certain seuil de danger. Donc, en Gaspésie, par exemple, à encadrer sur les centres de ski, encadrant en ski de montagne 1. À Marsoui, ça serait encadrant en ski de montagne 1. Sur certaines zones du Porphyre, encadrant en ski de montagne 1. Donc, ça serait par la cote de terrain et le danger d'avalanche qui seraient les facteurs dominants pour savoir sur lequel terrain un encadrant 1 peut travailler. Super, Phil. Ça fait le tour des questions qu'on avait. Merci beaucoup pour ta présentation. Donc, pour tout le monde, là, je vous ai envoyé dans la section chat le courriel si vous désirez vous inscrire à ces formations-là. Certains d'entre vous avaient des questions un petit peu plus précises. Phil m'a laissé son courriel. Donc, en réponse à vos questions, je vous ai donné le courriel à Phil. Donc, on s'adresser directement à toi. Et puis, voilà, quelque chose d'autre que tu veux rajouter, Phil? Merci encore. Et vraiment, merci à Avalanche Québec d'avoir organisé ce webinaire. Et c'est vraiment une opportunité pour la FQME de récolter du feedback. C'est un point de référence. On a beaucoup de travail à faire sur le programme. Les cours bêta nous en apprennent énormément à qui on a affaire, qui sont les gens qui se présentent au cours, quelles sont les compétences qu'on veut voir. Et ensuite, il y a une conversation avec les comités techniques. Et si des gens désirent s'impliquer, faites-le savoir à formation. Si vous voulez prendre des formations bêta ou vous voulez prendre des formations qui vont voir le jour cette année, écrivez à formation. Et si ça vous intéresse d'encourager la FQME et de devenir membre, c'est toujours bénéfique d'augmenter les nombres de membres et sachez que vous participez au développement du programme de ski de montagne, donc en développant des sites, à développer des programmes de formation et aussi vous participez à cette assurance, ce partage d'assurance. Donc, merci encore et merci à la FQME de m'avoir permis de venir discuter de ce programme au public, à vous. Et bon, je parle tout seul à mon ordi. Ou non, dans le fond, je parle à Charles. Merci, Charles. Merci tout le monde. Ça me fait plaisir, Phil. Super. Merci, Phil, pour ta présentation. Donc, juste avant qu'on continue avec notre seconde panéliste de la soirée,
Je tiens à vous rappeler que c'est une soirée qui est gratuite, mais qui, bien évidemment, engendre des coûts au niveau d'Avalanche Québec. Donc, si jamais le cœur vous en dit, je vous ai envoyé un lien où vous pouvez faire un don à Avalanche Québec dans la section chat. Notre prochaine panéliste, Julie Leblanc, qui est prévisionniste en avalanche pour Avalanche Québec et Avalanche Canada, qui va venir nous faire une présentation sur les outils de préparation d'excursion en dehors des Chic-Chocs. Allô? On t'entend bien, Julie. Allô, tout le monde. Je suis contente d'être là avec vous ce soir. Je vais vous présenter des choses qui sont peut-être connues par certains d'entre vous, peut-être un peu moins par d'autres. Donc, si vous connaissez déjà le sujet, vous pouvez écouter, ça va vous faire une bonne révision. Puis sinon, vous avez des questions, je vous invite aussi à les écrire dans le chat, pas dans le chat, dans la question-réponse. J'ai 2 sujets, vous allez voir, donc on pourra faire une pause entre les 2 sujets. Je partage mon écran. Est-ce que, Charles, tu vois mon écran? Oui, on voit bien, Julie. Donc, c'est ça, je voulais vous parler des outils de planification d'excursion en montagne qu'on utilise soit en tant que professionnel ou soit en tant que pratiquant de sport de montagne. Donc, c'est des outils qui ont été développés par Avalanche Canada, le Centre national de prévision d'avalanche dans l'ouest du pays. Et à Avalanche Québec, en fait, on a fait la traduction de ces outils-là pour pouvoir les intégrer ici au Québec. Donc, je vous les présente à l'instant. Ce que je vais vous présenter, ça fait partie d'un processus quotidien qui est une méthode simple qui consiste en 7 étapes. C'est un processus que les professionnels, on utilise à chaque fois qu'on fait une sortie en montagne. C'est aussi un processus qu'on invite les pratiquants à utiliser avant et après chacune de leurs sorties. Puis l'idée ici, en fait, c'est de suivre des étapes, toujours les mêmes étapes, toujours dans le même ordre, pour être certain de rien oublier. Donc, si on commence le processus quotidien avec l'étape numéro 1, on va consulter la prévision d'avalanche. Ces notions-là, en fait, là, vous les apprenez lorsque vous suivez les cours CSA1, CSA2, mais même lorsqu'on fait des cours au niveau professionnel, donc opération d'avalanche niveau 1, on va faire exactement le même processus. On va peut-être creuser seulement un peu plus en détail. Donc, la première étape du processus quotidien, c'est de consulter la prévision d'avalanche. Souvent, les gens vont commencer par choisir leur destination. Donc, je vous invite à essayer de faire le contraire cette année. Donc, consultez d'abord la prévision d'avalanche et cette prévision-là va finalement dicter les endroits où est-ce que vous pouvez aller en destination de ski. Donc, le bulletin d'avalanche, Charles nous l'a présenté aujourd'hui via le site d'Avalanche Québec. C'est un bulletin, une prévision d'avalanche qui est complète ici au Chic-Choc. Donc, on a souvent tendance à regarder que l'indice de danger d'avalanche à la première page. Mais sachez qu'il y a 2 autres onglets. Il y en a un qui parle des problèmes d'avalanche et l'autre va parler un peu plus du manteau neigeux, des observations d'avalanche et même de la météo. Au Chic-Choc, bien sûr, il y a seulement une petite zone qui est couverte par le bulletin d'avalanche des Chic-Chocs. Je l'ai mis ici sur la carte. Donc, une zone qui est assez restreinte, qui est en plein milieu du parc de la Gaspésie, puis qui inclut aussi certains secteurs de la réserve faunique des Chic-Chocs. Si on fait un petit zoom, on voit Sainte-Anne-des-Monts sur la côte et on voit bien là, ce qu'on appelle la région de Chic-Choc Centre. Donc, le bulletin couvre seulement cette zone-là pour l'instant. Et si on veut faire un autre zoom un peu plus étroit, on voit les secteurs de ski, donc qui incluent les Mines-Madeleine, le Mont-Ernest-Laforce, le Mont-Albert, jusqu'au sud, au Mont-Lyell. Donc, ça veut dire que si vous pratiquez des sports de ski de montagne en dehors de cette zone-là, vous n'avez pas accès à des bulletins d'avalanche produits par Avalanche Québec. Donc, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire s'il n'y a pas de prévision d'avalanche produite par une équipe de professionnels?
Et Avalanche Canada a mis sur pied un outil qui s'appelle le Danger Rater. Donc, c'était un outil pour estimer le danger d'avalanche pour des endroits qui ne possèdent pas de centre professionnel pour produire des prévisions. Donc, c'est un outil qui a été traduit il y a quelques années et qui commence à faire son entrée ici au Québec, mais je vais vous le présenter de façon sommaire. Donc, dans le fond, le Danger Rater, c'est un processus simple à 2 étapes. Et l'objectif, en fait, c'est d'essayer de déterminer le danger d'avalanche. Et comme vous voyez sur l'image ici, on va commencer l'analyse en considérant que le danger d'avalanche est de niveau considérable. Donc, ces niveaux-là, ils font référence à l'échelle nord-américaine de danger d'avalanche qui contient 5 niveaux. Et le niveau considérable, c'est le niveau 3 de 5. Donc, on commence avec ce niveau-là. Et la première étape, en fait, c'est de se demander s'il y a eu une surcharge critique ou un réchauffement critique. Une surcharge critique, on entend par ça l'accumulation d'environ 30 cm de neige depuis les 24 dernières heures ou un transport significatif de vent. Et quand on parle de réchauffement critique, on parle de réchauffement près de 0, donc autour de 0 degré, soit par la radiation solaire, donc l'effet du soleil, ou même par la pluie. Donc, si on répond oui à une de ces 2 questions-là à l'étape 1, on va augmenter le danger d'avalanche à élevé. Donc, élevé, c'est l'étape, c'est le niveau 4 de 5. Et lorsque c'est élevé, en fait, selon l'échelle nord-américaine, les déplacements en terrain avalancheux sont non recommandés. Donc, finalement, ça dit, ça vous donne un danger d'avalanche local en fonction de certaines conditions. Si, par contre, on répond non à l'étape numéro 1, on passe à l'étape numéro 2. Et là, en fait, c'est difficile peut-être à comprendre, mais en fait, il y a 3 questions qu'on doit se poser. Et il faut répondre non aux 3 questions. Donc, je vous la lis. Y a-t-il ni surcharge récente, ni avalanche de plaques, ni problème de plaques persistantes? Donc, si on est capable de répondre oui à ces 3 questions négatives-là, on peut abaisser le danger d'avalanche à modéré. Et si on n'est pas capable de répondre à cette question-là parce que c'est inconnu ou qu'il y a une de ces questions-là qui s'applique, on garde le danger de niveau considérable. Finalement, c'est comme une analyse assez rapide en 2 étapes qui peut se faire pour essayer d'évaluer le danger d'avalanche, mais vraiment au niveau local. Quand je vous ai montré la carte tout à l'heure, on voyait vraiment que les prévisions d'avalanche pour les Chic-Chocs, on appelle ça au niveau régional. Donc, ça inclut une certaine zone qui peut avoir de la variabilité spatiale au niveau du manteau neigeux, au niveau de la météo, etc. Alors qu'ici, on peut presque utiliser cet outil-là pour analyser le danger de l'avalanche à un niveau de pente. Donc, juste question de faire les choses dans l'ordre. C'est vraiment important de comprendre les limites et les contraintes associées à cet outil-là. Donc, je l'ai dit déjà plusieurs fois, ce n'est pas un indice qui s'applique à une région, c'est vraiment à une pente ou à une zone locale. C'est aussi préférable d'utiliser cet outil-là le matin même de l'excursion parce que les données qui vont être analysées, par exemple, la quantité de nouvelle neige, vous devez avoir les données les plus récentes possibles. Et comme Charles vous l'a montré aussi au début de la soirée, là, vous avez accès à les stations météo d'Avalanche Québec pour aller regarder la vitesse des vents, la direction des vents, les quantités de neige reçues au cours des dernières 24 heures, etc. Le Danger Rater, c'est aussi un outil qui n'offre aucune nuance quant aux bandes d'altitude. Le bulletin d'avalanche au Canada, ça s'applique avec des bandes d'altitude, donc sous la limite forestière et la zone alpine. Lorsqu'on utilise le Danger Rater, on n'a qu'un seul indice pour une bande d'altitude de X, donc sur la pente en question, la pente sur laquelle on va skier.
Puis aussi, c'est un outil qui s'applique mieux dans les conditions hivernales. Donc, ça ne prend pas tellement en compte toutes les variabilités de début de saison ou même de printemps. Donc, c'est vraiment important de connaître ces contraintes-là avant d'utiliser l'outil. Puis, en fait, finalement, c'est ça, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, là, c'est un outil qui va seulement vous donner un indice de considérable, modéré ou élevé. Donc, modéré, considérable, élevé, le numéro 2, 3 et 4. Ça ne va jamais aller dans l'extrême ni dans le faible. Où est-ce qu'on peut trouver l'information sur le Dangerator? Il y a plusieurs endroits. Donc, maintenant, Avalanche Canada, sur leur site web, a beaucoup de ressources en français. Donc, vous pouvez aller consulter le site francophone d'Avalanche Canada. Il faut aller dans l'onglet en haut à droite et choisir français. Donc, la plupart des pages avec des outils publics ont été traduites en français, dont le Dangerator. Vous pouvez aussi aller directement sur le site d'Avalanche Québec. Donc, il y a un endroit dans le billet de blog qui vous redirige sur le site d'Avalanche Canada. Si vous êtes utilisateur de l'application mobile Ski Haute-Gaspésie et que vous êtes hors de la région des Chic-Chocs, vous allez voir dans l'écran en haut à droite un D pour Dangerator. Donc, si vous cliquez sur cette icône-là, ça vous apporte au Dangerator. Donc, c'est une espèce de feuillet qui décrit exactement ce que je viens de vous dire. Et si vous voulez le mettre en pratique, il y a un tutoriel en ligne qui s'appelle Aviser. C'est un tutoriel d'Avalanche Canada qui est disponible dans les 2 langues et qui vous explique aussi tout le processus. Donc, je ne sais pas s'il y avait des questions par rapport à ce sujet avant qu'on poursuive. Que tu voudrais regarder, Charles, s'il te plaît? Non, pas de questions pour le moment. Et puis, juste spécifier là, à tout le monde que les liens là, dont tu as parlé sont disponibles dans le chat. Parfait. Merci beaucoup. Donc, si je poursuis ma présentation, après avoir consulté la prévision d'avalanche dans notre processus quotidien, la deuxième étape, c'est de planifier notre sortie. Donc, on veut déterminer l'endroit où est-ce qu'on va aller skier ou pratiquer notre sport de montagne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a aucun contrôle sur le danger d'avalanche. Donc, c'est Mère Nature qui s'en charge, donc on n'a aucune influence là-dessus. Par contre, on est capable de choisir le terrain dans lequel on va aller jouer, se déplacer. Donc, c'est notre seul moyen de pouvoir contrôler notre risque, c'est en choisissant un terrain qui est adapté en fonction des conditions. Donc, c'est une variable qui ne change pas le terrain. C'est pour ça que souvent on dit quand la neige ou les conditions d'avalanche sont le problème, le terrain devient la solution. Donc, je vous présente un autre outil que vous connaissez sûrement si vous avez fait vos cours d'introduction à la sécurité en avalanche. Ça s'appelle l'Avaluator, donc qui utilise 2 intrants. Vous voyez sur l'axe vertical, c'est les dangers d'avalanche auxquels je viens de faire référence, donc l'échelle qui va de faible à extrême. Et sur l'axe horizontal, vous avez ce qu'on appelle les cotes de terrain avalancheux que je vais parler à l'instant. Donc, l'objectif de cet outil-là, c'est de nous aider à prendre une décision en choisissant un terrain en fonction des conditions. Donc, si on est capable de trouver l'indice de danger d'avalanche par le bulletin, voilà. Sinon, je vous ai expliqué comment le trouver avec le Dangerator. Donc, les cotes de terrain, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode pour classifier le terrain avalancheux. Ça a été développé plusieurs années par Parc Canada qui utilisait en fait les itinéraires de ski de randonnée dans les parcs nationaux. Puis récemment, c'est peaufiné, je dirais, par Avalanche Canada, où est-ce que maintenant, on va regarder la pente et on va utiliser des éléments de terrain avec une grille d'environ 100 mètres. Donc, au lieu que ce soit toute la destination qui devient de catégorie simple, on a une plus petite grille d'analyse et on est capable de morceler le terrain, comme vous voyez sur l'image, en fonction de l'échelle. Donc, l'échelle a 3 niveaux, un peu à la couleur des pistes dans une station de ski. Donc, vous avez le terrain simple en vert, le terrain exigeant en bleu et le terrain complexe en noir.
Puis finalement, c'est toutes des caractéristiques qui décrivent le terrain avalancheux en fonction de son exposition, comme je vous l'ai dit, au risque, au danger d'avalanche. Donc, en vert, on dit que c'est des pentes peu inclinées, en grande partie boisées, et il y a de nombreuses possibilités de réduire le risque. Quand on arrive au terrain exigeant, on aperçoit des couloirs d'avalanche, des pièges naturels, des zones de départ qui sont bien délimitées. Et lorsqu'on s'en va en terrain complexe, bien, il y a de multiples couloirs d'avalanche qui se recoupent et la possibilité de réduire le danger est assez minimale. Donc, je vais vous montrer une vidéo. J'espère que ça va marcher de 2 minutes avec des images qui vous expliquent vraiment les éléments qui sont pris en compte lorsqu'on fait la classification du terrain avalanche. C'est pas long. Bonjour, aujourd'hui je vous présente les 3 différentes catégories de l'échelle d'exposition en terrain avalancheux ainsi qu'un bref aperçu des nouvelles cotations de terrain effectuées dans les Chic-Chocs en 2021. Lors de la planification de votre sortie en montagne, on considère principalement 2 éléments, l'état du manteau neigeux et le terrain dans lequel on veut s'aventurer. Il n'y a aucun moyen de changer la stabilité de la neige, par contre vous pouvez choisir le terrain sur lequel vous vous aventurez, c'est pourquoi c'est essentiel de bien connaître l'échelle d'exposition en terrain avalancheux. Le terrain simple, c'est des pentes peu inclinées ou en grande partie boisées. Il y a de nombreuses possibilités de réduire ou d'éliminer l'exposition au danger d'avalanche. Le terrain exigeant, c'est quand il y a des couloirs d'avalanche, des zones de départ ainsi que des pièges naturels qui sont bien identifiés. Les pentes sont généralement plus inclinées et la forêt est moins dense. En terrain complexe, on sera exposé à plusieurs couloirs d'avalanche ou de vastes étendues fortement dégagées ou très inclinées. Il y aura très peu d'options pour éviter votre exposition au danger. Se déplacer en terrain complexe demande une évaluation constante des conditions ainsi qu'une bonne capacité d'adaptation. Si c'est le type de terrain que vous recherchez, gagnez de l'expérience et attendez la bonne journée pour vous aller en montagne. Dans certains endroits, l'analyse de la cotation d'exposition au terrain avalancheux a déjà été faite par des professionnels en avalanche. Par contre, il est essentiel de bien comprendre la nature de chaque niveau pour bien planifier sa journée et être en mesure de faire sa propre analyse si vous êtes en dehors d'une zone cotée. Pour les itinéraires du livre guide des Chic-Chocs, une mise à jour majeure a été effectuée en 2021. Les anciennes cotations avaient été faites selon une méthode mise en place par Parc Canada. L'exposition aux avalanches était basée sur l'ensemble de l'itinéraire, donc si tu allais skier à la Grande Cuve, tu skiais sur du terrain exigeant. De son côté, Avalanche Canada a utilisé une méthode d'analyse de la surface. Le terrain est coté par zone sur une carte topographique. L'aventurier peut donc voir qu'il sera principalement en terrain simple pour la journée à la Grande Cuve, mais qui traversera une certaine zone de terrain exigeant. Par exemple, la majorité des champs ouest du mont Hogsback sont maintenant en terrain simple. Au Champ de Mars, une petite zone de terrain exigeant est apparue à la convexité où le terrain est fortement incliné. Pour voir et télécharger l'ensemble des cotations, rendez-vous sur le Trip Planner d'Avalanche Canada, agrandissez la région visée et cliquez. Vous pouvez ensuite les télécharger en format KMZ pour les consulter dans Google Earth. Vous pouvez aussi consulter toutes les cotations ainsi que les itinéraires dans l'application mobile Ski Haute-Gaspésie. Téléchargez-la sur le Apple Store ou Google Play. Gardez en tête que vous pouvez toujours ajuster vos plans en fonction des conditions. Le terrain est une valeur qui ne change pas avec le temps ou la météo. Passez la journée en terrain simple si les conditions sont incertaines, ou si vous décidez d'aller en terrain exigeant, assurez-vous d'avoir les connaissances et les compétences pour vous y aventurer sécuritairement. Donc, je reviens à ma présentation. Un instant.
Donc, voilà pour les cotations. En fait, dans les éléments d'analyse, il y a deux facteurs clés. C'est l'inclinaison de la pente, qui est quand même un facteur de grande importance. Et ensuite, on a la densité forestière. Donc, il y a plusieurs autres éléments, mais ces deux éléments-là, c'est les éléments les plus importants qui sont pris en compte lors de la cotation de terrain avalancheux. Donc, on a une image ici de terrain simple, on l'a dit, beaucoup de forêts et aussi beaucoup de possibilités de réduire le risque. L'objectif ici aussi, c'est de skier ou de s'amuser sur des pentes de faible inclinaison. Terrain exigeant, on augmente un petit peu l'angle de pente, on voit de plus en plus d'ouverture dans le paysage. Par contre, on commence à observer des pièges naturels, donc des éléments de terrain qui pourraient augmenter les conséquences d'une avalanche, donc les ravins ici, les dépressions. Lorsqu'on se déplace en terrain complexe, les possibilités de réduire le risque sont un peu plus limitées. Il y a de nombreux couloirs d'avalanche qui s'entrecoupent. Donc, sur cette photo-là, même si on décidait de rester sous la limite forestière, où est-ce que la forêt est assez dense, on note qu'on peut être exposé par des dangers en amont. Donc, des avalanches qui arriveraient par le haut de la montagne. Donc, où est-ce qu'on fait pour trouver ces cotes de terrain-là? On l'a vu dans la vidéo, donc au Chic-Choc, le terrain qui fait partie du guide des itinéraires de randonnée alpine a été coté. Vous pouvez aller le chercher directement sur le site d'Avalanche Canada, où est-ce que c'est un planificateur d'excursion. Vous pouvez aller télécharger ces fichiers-là. Si vous avez acheté l'application mobile Ski Haute-Gaspésie, vous les avez directement à l'écran de votre téléphone. Donc, vous avez les trois couleurs. Et où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est que cette année, Avalanche Québec a fait un projet pour faire de la cotation de terrain avalancheux sur les sites de la FQME, les sites dont Phil parlait tout à l'heure. Donc, il faut faire attention lorsqu'on regarde les cartes. Je vous ai mis un exemple ici, par exemple, à Marsouis. Vous avez à droite les cotes de difficulté des pistes. Donc, vous avez le rond vert, le carré bleu et le triangle noir. Donc, ça va vraiment avec la difficulté générale de la piste. Et par la suite, vous avez EETA, l'échelle d'exposition à terrain avalancheux, qui utilise un peu les mêmes couleurs. Et ça, c'est vraiment, comme je viens de vous l'expliquer, en fonction de l'angle de pente et de la densité forestière. Donc, ici, sur l'image, on voit que les pistes du milieu du secteur de Marsouis, le secteur le plus en amont de la pente est coté complexe et le bas de la piste est coté de façon exigeante. Alors que lorsqu'on va skier la piste la plus à droite lorsqu'on est en train de skier, c'est du terrain simple. Donc, on est capable de se déplacer dans ce terrain-là afin de s'exposer ou non à différentes expositions de terrain avalancheux. Donc, les sites ont été cotés. Pour l'instant, si vous allez ce soir sur le site de la FQME, vous n'allez pas encore les voir, mais ça arrive très bientôt en ligne. Tout le travail a déjà été fait cet été par des techniciens d'Avalanche Québec qui ont été aussi validés avec des experts de terrain, donc qui ont travaillé avec les experts de différents sites. Comme je l'ai dit, là, c'est une analyse qui se fait surtout avec des logiciels de GIS et ensuite une visite terrain avec les experts locaux. Donc, le but de tout ça, en fait, je vous ramène à l'évaluateur, c'est d'être capable de placer les intrants sur l'axe horizontal. Donc, en fonction du terrain qui s'offre à nous, on peut décider de choisir telle ou telle pente en fonction des conditions d'avalanche. Donc, l'objectif ici, c'est d'essayer de nous aider à prendre des décisions rationnelles, d'utiliser des systèmes, donc de ne pas essayer de tomber dans le piège de se faire prendre par l'euphorie de la poudreuse et s'en aller dans du terrain qui aurait peut-être des risques d'accident assez élevés. Donc, avec l'évaluateur, ce qu'on veut, c'est de rester dans le vert, dans la prudence accrue, où est-ce qu'on utilise des bonnes techniques de déplacement, des bonnes techniques de gestion de groupe. On voit la section rouge où est-ce que les accidents sont très fréquents dans
dans ce secteur-là. Donc, si on décidait, par exemple, d'aller en terrain complexe lorsque le danger d'avalanche est élevé, bien, on augmente fortement les risques d'accident. Donc, l'évaluateur, c'est un outil qu'on utilise dans les cours récréatifs et que vous êtes enseigné dans les CSA1, les CSA2, et vous avez aussi ces affiches-là au départ des sentiers. Donc, l'objectif, ça serait d'essayer d'en faire l'utilisation dans les zones hors des chic-chocs. Je voulais aussi vous dire que vous pouvez aller en ligne directement sur le site d'Avalanche Canada. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment un planificateur en ligne. Donc, par exemple, si je suis allée au Champ de Mars sur le site cet après-midi, j'ai cliqué et en fait, à droite, vous avez le bulletin d'avalanche du jour en fonction du terrain et à gauche, vous avez l'évaluateur qui se dessine pour vous. Donc, vous avez un point, le point noir qui nous localise avec le terrain simple et l'indice de danger d'avalanche du jour. Donc, ça nous aide à prendre des décisions en ce sens. Donc, finalement, je voulais juste vous inviter à continuer de vous éduquer. Donc, peut-être que la moitié de la salle ici, vous avez déjà fait les CSA 1. Sachez qu'il existe d'autres cours, les CSA 2 au niveau de 4 jours, les cours de sauvetage autonome, les cours de gestion de terrain avalancheux. Donc, c'est tous des cours qui s'adressent aux pratiquants. Et si vous avez envie de pousser un peu plus loin, vous avez aussi les cours professionnels. Donc, on a le cours d'introduction à la météo de montagne. Matt McDonald enseigne une fois ou 2 ans ici au Chic-Choc en français. Sinon, vous avez aussi le cours Opération d'avalanche niveau 1 qui s'offre à chaque année dans les Chic-Chocs d'une durée de 7 jours. Cette année, on a 2 cohortes. Donc, on l'a dit tout à l'heure, jusqu'à 30 personnes vont suivre cette formation-là cette année. Et il y a aussi le cours recherche et sauvetage de niveau professionnel. C'est tenu l'année dernière, le AVSAR. Il va revenir l'année prochaine, ce cours-là. Donc, une fois ou 2 ans aussi pour des cours un peu plus techniques. Donc, je vous invite à continuer votre éducation. Des fois, on pense qu'on a tout appris, mais je vous jure que c'est le contraire. On a encore tout à apprendre dans ce milieu-là. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires. Je vous laisse les 2 adresses des sites web. Comme je vous ai dit, Avalanche Québec offre des services pour le Québec, mais maintenant, Avalanche Canada a traduit la plupart de ses ressources disponibles pour les pratiquants et les professionnels. Voilà. Super, Julie. Merci beaucoup pour ta présentation. On n'a pas de questions pour le moment. Si jamais vous en avez, là, je vous invite à contacter Julie à l'adresse qui était sur l'écran. Merci, Julie. Merci. Donc, notre troisième et dernier intervenant pour ce soir, Matt McDonald, qui est météorologue et propriétaire d'Alpine Weather Consultant, qui fournit des aperçus météo alpines pour les Chic-Chocs depuis maintenant 15 ans. Matt vient nous parler ce soir du processus du Forecaster Funnel. All right. Merci, Charles. Et bonsoir tout le monde. Super cool d'être avec vous ce soir. À partir de Nelson, en fait, j'habite maintenant. Je vois un beau groupe là, de participants en ligne, des noms que je reconnais à travers ça. Puis, avant de partir, là, j'aimerais juste remercier Avalanche Québec de m'avoir invité et puis, en fait, d'avoir organisé le webinaire ce soir. Super cool que ça soit gratuit en plus. Puis, vraiment un beau mélange là, d'enthousiasme récréationnel et de professionnel aussi. Je vais faire un partage d'écran. J'étais assez impressionné avec Phil qui n'a quasiment pas utilisé de diapo, mais moi, je vais vous en craquer. Est-ce que vous voyez mon écran? Je crois que oui. Oui, c'est parfait. All right, cool. Fait que c'est ça, je vais vous parler. J'ai 2 buts ce soir. But numéro 1, c'est de vous convaincre de l'utilité du fameux Forecaster Funnel. Puis par la suite, ça va être de comment utiliser des spot forecasts avec du zèle. Donc, comment les utiliser de façon intelligente. Donc, le fameux Forecaster Funnel, Charles, est-ce qu'on peut lancer le premier sondage? Comment parmi vous aviez déjà suivi un cours de météo de montagne?
offert par l'Association canadienne des avalanches. Ça va bien long, Matt, les résultats sont en train de rentrer. Ça pitonne, ça clique. Yes. Ça clique, ça clique. C'est chaud. Donc, on a 22 qui ont déjà suivi un cours de météo de montagne. OK. On a 50 qui n'en ont pas suivi, mais 29 que c'est dans leur plan. Nice. All right. Merci, Charles. Yes. Fait que pour ceux qui ont déjà suivi le cours de météo, ça va être un peu un rappel. Puis pour ceux qui y pensent, ça va être un teaser. Donc, à travers le cours, vraiment, une des fondations, genre le workflow, la structure d'approche, quand on vient pour regarder la météo, c'est le forecaster funnel. En français, on dit l'entonnoir prévisionnel. C'est un peu une grosse bouchée, donc on le préfère en anglais, forecaster funnel. Donc ici, l'idée ici, c'est vraiment quand on vient pour s'asseoir, pour regarder notre météo, je dis toujours, ce n'est pas un manque de ressources sur l'Internet qu'il y a ou même des applis sur nos téléphones. Il y en a en masse. Puis souvent, les gens vont se perdre là-dedans. Puis, tu sais, tu as Windy, tu as Spot, tu as les prévisions d'Environnement Canada ou Météo Médiocre. Des images SAT, tout. Fait que vraiment, l'idée ici, c'est de venir structurer notre approche puis vraiment nous setter là, pour un bon succès quand on fait notre analyse météo. Fait que le forecaster funnel, on le voit ici à l'écran. L'idée ici, c'est quand on commence, c'est de commencer un peu à la grande échelle. Global, c'est peut-être une petite exagération. Je n'irai pas perdre mon temps à regarder ce qui se passe au Japon ou en Australie, mais c'est de vraiment commencer peut-être avec une section, le Est du continent, avec peut-être l'Ontario, le Québec, voir d'où nous viennent nos systèmes météo. Puis un de mes outils favoris, c'est vraiment l'image satellitaire. Je vais vous en montrer une belle petite book ici dans quelques moments. Puis vous allez remarquer, côté droit de l'écran, c'est la pyramide du temps qui est inversement proportionnelle à l'échelle géographique, voulant dire que plus l'échelle est grande, moins on va passer de temps là. Donc, à l'échelle globale, là, quand on regarde notre image satellitaire, c'est assez vite, c'est quick and dirty, comme on dit en anglais. Donc, c'est peut-être un 30 secondes ou 60 secondes. Par la suite, c'est l'échelle synoptique. Là, on va descendre à l'échelle du Québec ou peut-être même la péninsule gaspésienne. Puis là, on va commencer à creuser un peu plus dans les détails. Ici, c'est à ce niveau-ci qu'on va regarder, bon, c'est quoi qui nous affecte? Est-ce que c'est une crête barométrique, une crête de haute pression? Est-ce que c'est une dépression peut-être du Cap Hatteras, les fameux nor'easters qui nous arrivent dessus? Donc ici, on vient commencer à creuser un peu plus, on vient zoomer in sur notre terrain, puis on vient regarder c'est quoi le système qui va nous affecter au cours de la journée ou des prochains jours. Puis ici, on voit que la pyramide du temps s'élargit un peu. Et puis, ça dure peut-être 2 à 3 minutes. Puis finalement, au bas du fameux forecaster funnel, on va tomber à la méso-échelle. Et puis, ici que les choses viennent truquer un peu, particulièrement en météo de montagne. Prévoir la météo dans les prairies, c'est assez straightforward. Mais en montagne, dans les chic-chocs, où le terrain est assez complexe, on a tout plein de crêtes, de vallées qui ont des différentes orientations. C'est ici qu'on va venir gagner notre argent. Et à ce niveau-ci, on va passer peut-être un 3 à 5 minutes là, de peut-être comparer différents modèles ou de déplacer nos points de prévision. Donc, si on utilise Spot ou Windy, c'est pas seulement regarder à un seul point, mais vraiment regarder un peu la variabilité spatiale des prévisions qui nous sont suggérées par les modèles. All right. Fait que je me suis fait souvent dire, je le vois dans les cours météo ou par mes chums, c'est comme, Matt, j'ai pas le temps avec ton maudit forecaster funnel, c'est bien trop longtemps, j'ai 20 secondes pour avoir la prévision météo. Fait que le monde va sortir des applis comme Windy, un fabuleux appli, ou peut-être vous consultez le site web. Un autre exemple, c'est SpotWX, Spot Weather. Encore là, un fabuleux ressource météo,
ou le fameux snowforecast.com. J'espère qu'il n'y en a pas trop qui utilisent ça, à moins que vous aimez vraiment ça vous faire tromper. Mais encore là, je vous encourage de vraiment suivre le processus là, du fameux Forecaster Funnel. Vous allez voir, ça ne prend pas énormément de temps, puis ça vous vraiment vous setter pour un succès là, de côté analyse météo. Parce que si vous n'avez pas une idée là, de la circulation à la plus grande échelle, et puis vous prenez pour acquis que les modèles météo, ils l'ont nailé, ils l'ont eu parfaitement, vous pouvez facilement vous faire surprendre. Et puis, tout récemment, là, avec la tempête qui est passée mardi, je pense que c'est un bel exemple. Certains modèles où ils prévoyaient des accumulations super impressionnantes là, de neige, voire jusqu'à 1 mètre, alors que d'autres prévoyaient ça en pluie, et puis d'autres, c'est un mélange, pluie neige, quelques centimètres. Donc, vous voyez un peu l'importance de pas seulement regarder une seule prévision, mais vraiment de voir ça plus dans l'ensemble, puis de faire un peu une analyse un peu plus poussée que de juste checker l'appli sur votre téléphone. Donc, quand je dis l'échelle globale, encore là, moi, je parle un peu de l'extrémité est de l'Amérique du Nord. Donc, ici, on voit une belle animation satellitaire. Et puis, ça nous provient du centre de l'Université de Québec à Montréal. Ils ont un centre météo là, avec des crinqués, là, des keeners de météo. Et puis, ils fournissent gratuitement des belles books animées d'imagerie satellitaire. Donc, moi, quand je regarde ça, je la fais animer, puis je me localise. On est sur la péninsule gaspésienne. Et puis, tout de suite en partant, je vois que, bon, il n'y a pas de nuages, c'est assez tranquille, mais je vois un système là, qui approche de la côte est américaine, près du Vermont et de New York. Et donc, ça me donne déjà une idée en partant. Bon, dans les 2, 3, 4 prochaines heures, je ne vois pas grand-chose au plan, mais il y a quand même de l'action là, qui m'arrive, puis ça rentre du sud-ouest. Donc, déjà là, en pensant à la circulation, à la masse d'air, je suis comme, sud-ouest, ça risque de peut-être faire grimper les niveaux de gel et les températures. Puis en regardant encore l'image sat, il me semble y avoir quand même un contenu en humidité assez intéressant. Donc, ça risque d'apporter là, peut-être une belle petite ronde de neige. All right. Fait que déjà, vous voyez, ça prend peut-être un 30 à 60 secondes. C'est assez vite. Et puis, je peux descendre par la suite à l'échelle synoptique. Ici, on utilise Windy. Moi, j'adore Windy en tant qu'outil. Tu as tout plein de possibilités là-dedans. Là. Tu as tout plein de pitons. Tu peux aller te perdre là-dedans. Mais ce qui est super fun avec Windy, c'est par défaut, c'est le modèle européen, le ECMWF. C'est le European Center for Medium Range Weather Forecast. Fait que c'est assez long comme titre. C'est pour ça qu'on dit simplement le modèle Euro. Et puis, le modèle Euro, honnêtement, c'est le meilleur modèle de prévision météo au monde. Il coûte extrêmement cher avoir accès à cette data-là, autour de 200 000 $ par année. Et donc, c'est vraiment cool que Windy nous le fournit gratuitement. Donc, Windy, excellent outil. Tu peux vraiment jouer avec cet outil-là. Moi, je préfère la version genre ordinateur. Je trouve plus straightforward, plus simple à jouer avec, alors que sur le téléphone, c'est assez petit, puis c'est plus un challenge là, de trouver ce qu'on veut là-dedans. Mais tout de suite, en partant, un petit tip que je peux vous donner. À droite de l'écran, là, il y a un slider. Vous me pardonnez pour tous les anglicismes, mais il y a un slider là, que vous pouvez glisser vers le haut pour un peu crinquer l'altitude, parce que les modèles ont souvent de la misère dans les bas niveaux. Alors que si on montre en altitude, près de 850 hectopascales, ou ça vous donne l'équivalent en altitude, là, 1500 mètres, les vents, les précipes, les températures vont être mieux prévues par le modèle. Donc, un beau petit tip là, côté Windy. Donc ici, je vais passer un peu de temps là, à regarder la circulation. Je vais mettre un point, je vais regarder la prévision qui m'est suggérée par le fameux modèle européen. Et par la suite, je vais aller déplacer mon point un peu au nord, au sud, puis avoir une meilleure idée là, de la variabilité spatiale du système qui m'arrive dessus.
Donc, vraiment, là, à l'échelle synoptique, c'est peut-être genre 2 à 4 minutes là, de comparer des différents points. Et aussi, je vous encouragerais de comparer avec différents modèles. Fait qu'ici, au bas de l'écran, là, on voit qu'il y a le modèle GFS. Lui, je le suggère moins. C'est un modèle américain qui ne performe pas exceptionnellement bien. Le HRRR, ça, c'est le Hourly Rapid Refresh. Fait que ce modèle-là, il est runné à tous les heures. Puis nous fournit quand même des sorties assez intéressantes. Donc, l'européen puis le HRRR, là, c'est 2 bons modèles. Par la suite, pourquoi pas utiliser la fameuse prévision météo alpine sur le site d'Avalanche Québec. Donc, assez facile à trouver. On va dans l'onglet prévision, on déroule vers le bas la météo alpine et puis on retrouve là, l'aperçu météo que je produis en ce moment seulement 1 fois par semaine, mais déjà la semaine prochaine, on va tomber à 2 aperçus météo par semaine, les lundis et les vendredis. Et puis, en période là, de haute saison, durant la période de Noël et la relâche scolaire, on va tomber à 3 aperçus météo. Et donc, vous lisez là-dedans, ça vous donne un peu l'histoire, une petite histoire météo de l'analyse que j'ai faite. Il y a aussi un autre prévisionniste qui travaille avec moi, Nicolas Wagner, météorologue qui a pris sa retraite un peu tôt d'Environnement Canada, mais un autre météorologue top. Fait que ça vous donne un bel aperçu de la météo, mais veut pas, vous allez vous dire, bon, ben moi, je m'en vais à un endroit très spécifique, puis je veux savoir ce qu'il va faire peut-être au sommet du Mont Albert aujourd'hui, ou peut-être je m'en vais aux mines, ou moi, je me fais plaisance plutôt à Murdoch. Donc, je vous encourage vraiment d'aller par la suite, aller peaufiner puis préciser la prévision pour votre endroit spécifique où vous allez skier ce jour-là. Donc, encore là, Windy, excellent produit. Ou pour d'autres, il y a Spot Weather, spotwx.com. Approche très, très similaire à Windy. Là, c'est vous mettez votre point pour l'endroit où ce que vous allez et par la suite, vous choisissez parmi les modèles plus bas. L'HRDPS, le modèle à haute résolution d'Environnement Canada, excellent produit. Sinon, il y a le modèle régional, le RDPS, qui est intéressant aussi. Donc, par la suite, on regarde les sorties de prévision de modèles numériques. Puis, c'est super important de toujours se rappeler quand on regarde des sorties de Windy ou SpotWX ou d'autres outils, il faut toujours se rappeler qu'il n'y a pas un météorologue qui est venu ajouter ces prévisions-là. C'est vraiment automatisé. C'est des sorties brutes de modèles. Puis les modèles, ils ne veulent pas, sont excellents. Ils ont vu beaucoup de progrès au cours des années, mais ils ne sont pas parfaits. Et puis, on peut souvent venir battre les modèles quand on se familiarise avec le terrain. Et puis, on fait la façon que je l'explique, c'est appliquer la météo au terrain. Donc, si moi, je m'en vais au Mont Hogsback aujourd'hui, je sais qu'une circulation est au Mont Hogsback, ça va faire des gros vents, ça va faire un rehaussement orographique, donc un ajout de précipitation que peut-être les modèles de prévision ne capteront pas. Donc, il faut toujours venir penser topographie, et puis de penser comment que la circulation à plus grande échelle va venir interagir avec le terrain. C'est good. Vous me donnez toutes des thumbs up. Vous me suivez, vous n'êtes pas endormi. All right. Donc, pour les chic-chocs, vous le savez bien, c'est une barrière impénétrable qui passe de l'ouest vers l'est, grosso modo. Il y a bien évidemment la vallée du Saint-Laurent, qui est un important cours d'eau et un important apport d'humidité aussi. On va parler de bourrasque dans quelques secondes. Donc, quand moi, je regarde la circulation à la grande échelle, je viens l'appliquer au terrain. Et puis, une des directions les plus idéales pour les grosses chutes de neige, pour les chic-chocs, c'est une circulation direction du nord. Donc, nord-ouest, directement au nord, franc nord, ou du nord-est. Ça vient tout remonter le terrain, passer les contreforts comme à Cap 16, et puis ensuite remonter dans les chic-chocs propres. Vraiment une circulation direction nord pour nous, c'est go time, c'est excellent.
alors qu'une circulation sud qui rentre de la baie des Chaleurs, on a une distance plus loin à franchir pour arriver au Chic-Choc. Et souvent, ce qui arrive, c'est que la majorité de la précipe se fait laisser tomber plus en aval, donc c'est-à-dire en amont. Donc, plus on se rapproche là, de la baie des Chaleurs à Bonaventure, on a plus de précipes ce côté-là. Et une fois rendu dans les Chic-Chocs propres, et souvent on se retrouve sous le vent, là, côté nord de la barrière des Chic-Chocs, il reste plus grand humidité, il reste plus grand précipitation rendu là. Et donc, moi, quand je fais mon analyse météo, puis je vois une circulation sud, je me dis tout de suite en partant, les modèles vont probablement surprévoir la précipe. Puis on se fait tout le temps jouer des tours. On a des gros systèmes qui rentrent du sud, circulation forte. Les modèles prévoient peut-être un 50 à 60 cm, puis paf, on se retrouve avec 10 à 15. Donc, juste en ayant un peu une reconnaissance de circulation météo, puis de l'appliquer au terrain, on peut encore là souvent gagner par rapport aux sorties automatisées. Aussi, il y a aussi l'évolution de la tempête, d'où nous provient-elle? Est-ce qu'elle nous rentre de l'Alberta, ce qu'on appelle les Alberta Clippers, là, qui traversent les prairies, traversent l'Ontario, des fois absorbent l'humidité des Grands Lacs et puis nous arrivent dessus. Ici, l'exemple indiqué, là, c'est les fameux Nordais, les tempêtes du Nordais là, qui remontent la côte du est de l'Amérique. Et puis, c'est justement ça qu'on a eu mardi et ce matin. Non, on est jeudi. Mardi et mercredi. Grosse tempête. Et puis, on les nomme tempêtes du Nordais parce qu'ils nous livrent des vents forts et extrêmes direction nord-est. Et puis, encore là, ça crée des accumulations intéressantes. Donc, l'idée ici, là, c'est juste de penser effets locaux. Et puis, ça, c'est à la relativement grande échelle. Je vais vous montrer un diapo un peu plus zoomé, puis vous allez voir comment que l'orientation aussi des vallées, des différentes vallées là, qui rentrent de la côte, viennent jouer un rôle aussi. Donc, j'ai parlé de rehaussement orographique, deux gros mots que j'ai de la difficulté à prononcer. Mais l'idée ici, là, c'est que en pitchant l'humidité vers une chaîne de montagne, elle ne peut pas la transverser. Elle va être forcée à monter. Plus on fait remonter une masse d'air, plus elle va se refroidir. Et donc, on vient un peu squeezer la masse d'air et puis épargner son humidité sous forme de précipice. Donc, tout ça pour dire que quand on arrive, paf, sur les Chic-Chocs, direction nord, nord-est ou nord-ouest, c'est vraiment une circulation qui est efficace, qui va venir accroître le fameux rehaussement orographique. Et donc, moi, je m'excite tout le temps quand je vois des beaux vents, là, soit nord-ouest ou nord, pour les Chic-Chocs. Donc, voilà l'image que je vous parlais. Là. Si on vient zoomer un peu plus, on peut voir les différentes orientations des vallées. Et puis, si on peut venir différencier des vents, est-ce qu'ils sont plus nord-ouest ou est-ce qu'ils ont une petite composante plus nord-est? On va voir qu'ici, la rivière à Claude ou ici, je pense la Marsouille, avec des vents nord-est, eux vont plutôt y goûter à cette fameuse rehaussement orographique-là, alors que quand les vents vont venir tourner plus nord-ouest, avec les zones plus à l'est, genre Lance-Pleureuse, et à l'est ici, là, qui vont avoir des plus grandes accumulations. Donc, encore là, reconnaître le patron, la circulation à la grande échelle, puis venir l'appliquer au terrain, ça vous souhaite pour une belle prévision top. Et puis, c'est vraiment ça qui explique, veux pas, le fait que les Chic-Chocs ont tellement des grosses accumulations de neige. À long terme, là, on a fait le calcul, on a moyenné les cumuls de neige à travers les hivers. Et donc, ici, on a le cumul annuel de neige moyen durant 1981 à 2010. Puis, on peut voir les deux bullseyes. Là. Le premier, c'est juste au nord de Québec, dans le parc La Jacques-Cartier. Vraiment des belles accumulations qu'il y a là aussi à cause du terrain accidenté. Mais pour nous, là, dans les Chic-Chocs, particulièrement là, à cause de l'eau qui est au nord, nous fournit un apport d'humidité intéressant, puis nous donne des grosses journées. Yeah. All right.
On va descendre à la méso-échelle, là, la petite échelle, puis je vais vous parler juste brièvement là, des local effects qu'on voit un peu des fois. Donc, en remontant la rivière Sainte-Anne vers le parc, là, ça, c'est une excellente genre canalisation d'humidité. Et puis, clac, ça arrive en plein sur le CDS, où on retrouve notre fameux Pao-Gouin. Sinon, en rentrant de la côte, là, il y a la rivière Marsouis qui franchit quand même les contreforts, puis arrive par monter jusque dans le parc aussi, près des mines. Donc, encore là, un effet local qui est intéressant. Puis plus à l'est, là, on a je pense que c'est le Rack City qui est là, avec la rivière là, qui rentre du nord-est, qui peut aussi produire là, des apports intéressants. Donc, je pense que vous comprenez l'idée, là, c'est de vraiment venir un peu zoomer in sur le terrain, puis de penser, bon, comment est-ce que la météo à la grande échelle va m'appliquer dans mon spot à moi. Ça serait incomplet si on finit la belle petite présentation sans vous parler de bourrasque de neige. Donc, un effet qui est super intéressant. Moi, j'estimerais qu'environ un tiers de votre rapport annuel de neige nous provient des bourrasques, donc des streamers qu'on dit en anglais. Donc, l'idée ici, c'est quand une circulation froide du nord qui traverse des eaux libres. Donc, à gauche, on a une analyse de glace qui nous montre à quel point les eaux sont recouvertes ou non de glace. Et donc, à l'ouest, ici, dans ce cas-ci, on voit beaucoup d'orange, de rouge. Donc, c'est bloqué à 80 à 90 %. Donc, il n'y a plus un apport d'humidité, mais on voit ici qu'on est quand même à l'est de Montjoli, puis il y a des eaux entièrement ouvertes. Donc, quand on a des vents nord-nord-ouest froides, ils vont venir aspirer l'humidité du fleuve et générer ce qu'on appelle des cumulus bourgeonnants. Et puis, clac, ça nous arrive sur la côte et puis il va venir déverser quand même des quantités intéressantes de neige. Je ne sais pas si vous aviez vu, il y a environ un mois à Buffalo, là, eux aussi ont des streamers, Lake Effect Snow, ce qu'on appelle en anglais. Puis ils ont fini par avoir 6 pieds, 2 mètres de neige en dans 48 heures. Donc, ça peut être une formule super intéressante. Si jamais il y en a qui vont au Japon, c'est justement cet effet-là, de streamer, de bourrasque, qui génère là, des quantités incroyables de neige. Et puis, habituellement, c'est de la belle poudreuse aussi. Donc, ouais, quelque chose à garder en tête. Je le couvre souvent dans mes aperçus météo. Donc, on va en conclure bientôt. Je suis sûr que vous avez toutes soif d'aller à la bière. Aller au dodo. Donc, quelques pro tips là, en utilisant les outils que je vous ai présentés. Peut-être qu'on va faire le petit sondage, Charles, numéro 2, pour savoir est-ce qu'il y a des gens qui servent de Windy, de Spot WX, peut-être des plus crinqués qui vont aller creuser dans le site de Météo Centre de l'UQAM, la fameuse aperçue météo alpine, why not? Et peut-être tu es super accro, tu check tout, puis encore plus. Donc, cliquez, go. Ça clique, j'entends ça. Clic, 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 clic. Pas clair. Alright. Donc, la majorité des gens, Matt utilise Windy à 65 59 % vont aussi utiliser vont utiliser Spot WX. Okay. Quelques crinqués vont utiliser la météo centre de l'UQAM et bien évidemment notre aperçu météo alpine fait par le dieu de la météo. 60 % des gens ce soir consultent cette ressource-là. 60. Qu'est-ce que vous faites, l'autre 40 %? Come on! Peut-être après ce soir, on va compléter le tout. All right. Donc, quelques tips. Donc, pour ceux qui utilisent Spot WX, pour ceux qui ne l'utilisent pas, je vous encourage, c'est assez simple. Vous placez votre PIN et puis vous choisissez un modèle, donc soit le HRDPS, le modèle à haute résolution, ou le modèle régional, deux excellents modèles. Et puis, vous avez mentionné plutôt que les modèles en arrachent un peu dans le terrain complexe. Et puis moi, je ne trace jamais les vents en basse altitude où il y a le terrain, les arbres, les édifices.
les modèles, ils rushent vraiment. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais venir cliquer ici. On voit le petit onglet, là, 850 millibars. On peut cliquer là-dessus. Et puis, ça va venir nous afficher les vents un peu plus en altitude, donc plus près des crêtes montagneuses à 1500 mètres. Et puis, c'est beaucoup plus précis et j'ai beaucoup plus de confiance en les vents à cette altitude-là. Donc, par défaut, le modèle va vous donner les vents à 10 mètres au-dessus du sol, mais venez afficher là, les vents à 850 millibars ou environ 1500 mètres, puis vous allez avoir des vents plus réalistes et vous allez voir la majorité du temps plus fort. Par la suite, pour les niveaux de gel, ça peut être difficile un peu de trouver les niveaux de gel. Les modèles canadiens, malheureusement, ne nous les offrent pas à travers Spot Weather. Mais si on vient choisir parmi les modèles américains, donc le NAM particulièrement, qui est très bon comme modèle, on clique là-dessus, on déroule vers le tout bas de l'écran et puis, par clair, on a les freezing level, les niveaux de gel qui nous sont prévus, puis on peut effectivement voir, bon, est-ce que ça va tomber en pluie ou en neige, selon mon altitude. Cette journée-ci, moi, j'irai skier au-delà de 500 mètres parce que c'est là que ça va tomber en neige, alors qu'en vallée, ça risque de tomber en pluie. Donc, un petit pro tip là. Par la suite, je vais vous parler juste brièvement, là, je sais qu'on achète avec le temps, le concept de l'approche d'ensemble. Donc ici, l'idée, c'est au lieu de mettre tous nos œufs dans un même panier, c'est-à-dire de seulement regarder un seul modèle, on va venir éparpiller nos œufs dans plusieurs paniers. Donc, c'est-à-dire, on va venir regarder plus qu'un modèle. Donc, peut-être on va aller regarder chez Windy, regarder le fameux modèle européen qui est vraiment l'un des best. On peut regarder les modèles Environnement Canada, on peut regarder le NAM. Sur Windy, il y a quelques autres modèles. Il y a Météo Bleu, il y a le Icon. C'est tous des excellents modèles, mais c'est ça que je fais en tant que météorologue quand je viens pour regarder ma météo. J'hésite de seulement regarder un modèle puis de prendre pour acquis qu'il l'a vraiment eu. Je vais regarder une collection de modèles. Et puis, c'est relativement vite à faire et c'est ce qu'on appelle l'approche d'ensemble. Donc, on peut venir distribuer vos œufs. Regardez encore là le modèle haute résolution, excellent modèle. Des fois, il s'excite un peu trop, particulièrement quand il y a de la convection. Donc, quand on a des cumulus bourgeonnants, ça peut nous donner des sorties assez colorées. Moi, je truste un peu plus souvent sous ces circulations-là le modèle régional là, de l'Environnement Canada. Et puis encore là, le NAM, un excellent modèle. Et non seulement regarder 2 ou 3 différents modèles, mais admettons qu'on s'en va au sommet du mont Hogsback, montagne favori du directeur d'Avalanche Québec. On met notre point ici, on va venir regarder la prévision, mais ça prend 2 secondes de peut-être déplacer son point à l'extrémité nord de la crête. Peut-être on vient la redéplacer au sud. On va venir comparer les sorties de modèles, puis dans les cas où c'est 10 cm sur le top, 11 cm au nord, 12 cm au sud, je suis comme, OK, je suis assez confiant avec ma prévision, alors que peut-être en déplaçant mon point, ça me saute partout, c'est 2 cm à 33 cm, puis ça jump un peu partout. C'est une superbe information à aller tirer et à considérer. Ça me dit tout de suite en partant, wow, le modèle, il y a de la misère un peu. Moi, je vais avoir moins de confiance dans ma prévision. On peut aller la déplacer de l'autre bord de l'autoroute sur le champ de Mars, puis encore là, tu sais, juste te faire une idée, est-ce qu'il y a une grande variabilité spatiale? Puis dans ces cas-là, ça va être les cas où je vais prévoir des 5 à 40 cm. Puis le monde sont comme, come on, Matt, tu peux mieux faire que ça. Puis je suis comme, non, c'est vraiment difficile parce que des petites cellules convectives, puis qui peut dire si la cellule va se stationner tout de suite au top du mont Hogsback ou au champ de Mars ou peut-être aux mines. Donc, encore là, déplacez vos points puis regardez comment que ça change. Si ça ne change pas, ça m'inspire, ça me donne confiance, alors que quand je vois des gros changements, que ce soit vent, précip, température, je prends un peu de recul puis je suis comme, ça va être une prévision un peu plus truquée.
Sur Windy, un petit piton que les gens ne s'aperçoivent pas tout le temps. En bas à droite, il y a le petit piton Compare. Donc, on peut venir comparer sous une clic de souris et puis, paf, ça nous donne 4 ou 5 modèles différents. Et puis, on peut comparer du haut vers le bas. Bon, OK, moi, je vois que le modèle GFS, il débute la neige à 8 heures. Ah, le modèle Euro, c'est un peu plus tôt à 5 heures. Alors que, OK, Météo Bleu, c'est aussi vers 8 heures. Et puis, le NAM aussi à 8 heures. Bon, moi, je pense que ça va débuter vers 8 heures. Côté température, bon, je vois un minimum de moins 13, moins 11, moins 11, moins 13. OK, ça va virer dans ce coin-là. Alors que des fois, c'est comme moins 15, moins 2, moins 20. Je suis comme, wow. Fait que je vous encourage de comparer, ça se fait assez vite. Puis c'est vraiment une approche utile pour avoir peut-être une meilleure confiance dans votre analyse météo. Juste pour en finir ici, les gens chez Environnement Canada, j'ai travaillé là 18 ans et puis ils font de l'excellent travail. Donc, pourquoi pas consulter leurs produits, particulièrement quand ça vient pour des avertissements, des alertes. Donc, dernièrement, là, on avait vu une alerte de tempête hivernale, mon favori. Il y avait aussi, je pense, une tempête de houle, un avertissement de houle, d'haute marée en bord de la côte. Mais aussi un produit là, qui est distribué par eux. Vous pouvez le retrouver sur Twitter pour ceux qui sont là-dessus. Donc, il y a le canot là, ECC Météo Québec. Et puis, c'est des belles cartes là, où ils vont venir vous préciser les quantités de neige, les vents, les aléas qui sont prévus là, par le Centre de prévision des intempéries à Montréal. Le site d'Avalanche Québec, vraiment, est excellent. Ils ont fait des intéressantes mises à jour là, cette année. On peut aller consulter les prévisions publiques, ça vous sortir une carte. Et puis, vraiment, le secteur du parc, en fait, il est divisé en comme 3, peut-être plus large que le parc, mais on a la section côtière, alors que le parc se retrouve là, dans la prévision Parc de la Gaspésie. Et puis finalement, au sud, là, on a la section Restigouche, Bonaventure. Et puis, on peut aller venir vitement comparer les 3 différents secteurs. Si on déroule vers le bas de la page Avalanche Québec Météo, là, on vous a fourni des petites prévisions par point, donc des liens directs vers les sorties de Spot Weather. Fait que toi, tu s'en vas au Mine-Madeleine aujourd'hui avec ton équipe, vous êtes craqué, vous voulez savoir combien de pow-pow qu'il va y avoir. Donc, vous cliquez Mine-Madeleine et paf, ça vous sort directement le modèle haute résolution pour les mines. Donc, ouais, c'est cool. Beau travail, Avalanche Québec, à avoir créé ça. Donc, dernière ressource pour en apprendre plus. Vous êtes encore éveillé. Le fameux livre de guide des Chic-Chocs, créé par, en fait, Phil Gauthier, qui est avec nous ce soir, et Stéphanie Lemieux, et le reste de l'équipe d'Avalanche Québec. Super guide, excellent, super bien écrit, surtout la section météo et climat. Donc, un peu une explication là, des gros systèmes météo qui affectent les Chic-Chocs, puis un beau petit sommaire là, des différentes tempêtes et puis ce qu'on peut s'attendre en termes de vent, précip, et ainsi de suite. Donc, ça pour dire, point à retenir ce soir, c'est je vous encourage vraiment d'approcher votre analyse météo en faisant le Forecaster Funnel. Regardez une image satellitaire, essayer de tirer un peu d'où nous arrive la tempête. Venez appliquer la circulation à grande échelle au terrain, parce que c'est vraiment ça qui va dicter ce que vous allez voir en terrain. Et puis, je vous encourage d'utiliser les prévisions par point, là, les prévisions automatisées, mais utilisez-les de façon intelligente. Déplacez vos points, puis comparez un peu différents 2 ou 3 modèles, puis ça va vous setter up pour le gros succès. Donc, avec cela, je vais venir voir s'il y a des questions. Je peux les voir, Charles. Donc, est-ce que les nord-est se font de plus en rare avec les changements climatiques? Non, en fait, je pense que donc les tempêtes du nord-est, ils tirent leur énergie et puis ils nous proviennent du golfe du Mexique. Donc, genre Texas, Floride, ce coin-là. Et plus le réchauffement planétaire évolue, plus on injecte
d'humidité et d'énergie à ces endroits-là. Et tout ce qui nous manque par la suite, c'est de générer une tempête dans ce coin-là et puis que le courant jet s'aligne le long de la côte est américaine pour nous livrer cette tempête-là. Et puis, je pense qu'au fil des années, il y a eu des recherches qui ont été faites, puis on voit une augmentation dans la fréquence dans les fameux tempêtes de Nordais. Donc, habituellement, dans un hiver, on pourrait en voir 3, 4, peut-être 5. Puis, je pense dans les dernières décennies, c'est plus vers les 5, 6 et des fois 7 tempêtes du Nordais par hiver. Donc, oui, bonne question. Et puis, M. Trudel nous dit « Wow, je pensais que les Monts-Valin étaient le numéro 1. » All right. En fait, on a une autre question qui est rentrée sur le chat. Matt, comment est-ce que tu fais pour être aussi bon? Aussi bon. Non, c'est une blague. Matt, merci beaucoup pour ton apport. Ah, on a des nouvelles questions qui viennent de rentrer. Comment est-ce que tu établis ton niveau de confiance sur tes prévisions alpines pour Avalanche Québec? Ouais, superbe question. En faisant mon analyse météo, des fois, je vois des tempêtes qui rentrent, puis c'est comme moi, tempête classique, ça n'a pas de l'air compliqué. Je l'ai déjà vu souvent, ce type de scénario-là. Donc, j'ai comme un peu un confort avec le système qui m'arrive dessus. Puis, en comparant encore là les sorties de modèles, donc je regarde l'euro, je regarde le modèle canadien, peut-être l'américain, puis ils sont en ligne tous pour des résultats assez similaires. Donc, ces deux facteurs-là qui vont venir jouer dans ma confiance, alors qu'avec le système là, qui est entré mardi, mercredi, il y a quelques jours, ce système-là, il m'avait l'air un aspect plus bizarre, particulièrement côté son évolution, sa circulation. Elle nous est rentrée du sud, mais par la suite, elle a pris un virage assez direct vers l'ouest pour ensuite redescendre vers le sud. Puis ça, c'est assez rare. En fait, je ne me souviens pas d'avoir déjà vu ça. Fait qu'en regardant ça, puis tous les modèles, en fait, avaient un bon accord pour cette évolution-là, mais étant donné que c'était un pattern un peu weird, j'étais comme, bon, je vais élargir ma possibilité de principe. Donc, dans l'aperçu que j'ai envoyé mardi soir, là, ça parlait de 15 à 30 dans le parc. Je pense que c'est plus ou moins ce qu'on a eu. Mais le long de la côte, là, les modèles avaient des quantités vraiment impressionnantes de principe. Mais en même temps, ils faisaient monter le niveau de gel à 200-300 mètres pendant une couple d'heures. Donc, je pense que c'est ça qui est arrivé. Au lieu d'avoir 80 à 90 cm le long de la côte, on a eu un pourcentage qui est tombé en pluie, neige, ce qui est venu amoindrir les quantités. Donc, à Lance Pleureuse, là, la MTQ disait qu'ils ont eu 40 cm. Fait que dans ces cas-là, quand je vois des systèmes bizarres, ou soit des systèmes bizarres ou moins traditionnels, ou ce qu'il y a une grosse variabilité d'un modèle à l'autre, mon niveau de confiance vient s'abaisser. Yeah. Cool. Eh bien, merci beaucoup, Matt, pour ta présentation. Super intéressant, comme d'habitude. Merci à tout le monde d'être resté ces 2 heures-là. Puis je vous souhaite tous un bel hiver enneigé. Puis merci à l'équipe. Merci Julie, Charles et Phil. Super. Merci à tous nos panélistes, donc Matt, Julie, Phil. Super intéressant. Je pense qu'il y a clairement une valeur à ce webinaire-là. À titre informatif pour tout le monde, sachez que ce webinaire-là a été enregistré. Il va être disponible dans les prochains jours. Surveillez notre page Facebook où vous allez trouver un lien là, avec le chemin pour y accéder. Encore une fois, je vous répète que c'est une soirée qui est gratuite, mais si vous voulez nous aider à organiser d'autres soirées comme ça avec des intervenants de qualité comme ça, je vous invite à cliquer sur le lien dans le chat pour aller faire un don à Avalanche Québec. Autrement, la saison est lancée. Ça fait presque 2 semaines, voire un peu plus de 2 semaines que les bulletins pour les Shake Shock sortent quotidiennement.
Donc, je vous invite à suivre ça, à nous suivre encore une fois sur Facebook aussi, Instagram, où on met des capsules régulièrement de prévision choc et puis des conseils de sécurité en montagne. Donc, merci beaucoup encore une fois pour votre présence. Merci aux intervenants. Bonne soirée tout le monde.